Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la séance 8 de notre module Transformation digitale. Nous abordons une question qui traverse désormais toutes les organisations. Comment concilier transformation digitale avec transition écologique? C'est-à-dire digitaliser, oui, mais dans quel monde et avec quelles conséquences? L'objectif de cette séance est d'analyser ce sujet avec méthode et bien évidemment avec l'esprit critique. Cette séance s'inscrit dans la troisième partie du module, celle où nous passons de la théorie à l'action. Après avoir étudié les modèles économiques, la chaîne de valeur, les enjeux éthiques, nous allons aujourd'hui explorer le lien entre technologie et durabilité. La transformation digitale verte n'est pas un thème secondaire. Elle est devenue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises, les institutions et les États. Pour bien avancer, clarifions d'abord ce que vous devez maîtriser à l'issue de cette séance. À la fin de cette séance, vous devez être capable de définir clairement ce qu'est l'économie verte et les concepts qui l'entourent. Vous devez comprendre pourquoi la technologie et la durabilité ne peuvent plus être pensées comme deux logiques opposées et séparées. Nous analyserons également les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux de la transition verte dans une transformation digitale complète. Enfin, nous replacerons ces dynamiques dans leur contexte international. L'idée n'est pas seulement de comprendre, mais d'être capable d'analyser et d'appliquer ces concepts. Voici maintenant comment le parcours que nous allons suivre. Nous commencerons par un constat, les données et les mécanismes de la crise environnementale. Ensuite, nous examinerons les deux grandes orientations stratégiques possibles face à cette situation. Puis, nous étudierons les innovations technologiques et sociales qui permettent d'articuler croissance et durabilité. Enfin, nous verrons comment appliquer ces éléments à votre projet collectif, à nos projets collectifs dans ce module. Entrons maintenant dans le premier point, le constat environnemental. Commençons. Commençons par un constat simple. L'écosystème se dégrade. L'idée n'est pas de moraliser ce cours, mais de partir des bases solides des faits. Un exemple de la dégradation de l'écosystème est bien évident dans ce que vous avez sous les yeux. Le Soleil renvoie de l'énergie vers la Terre. La Terre renvoie une partie de cette énergie vers l'espace, mais le gaz à effet de serre retient une partie de cette chaleur. Résultat, la température augmente avec des effets climatiques et économiques considérables. Mais quels sont les secteurs qui effectivement créent ce qui contribue à l'effet de serre? Comme vous voyez sur le tableau, tous les secteurs économiques n'ont pas la même intensité carbone. Certains modèles d'activité
sont naturellement plus émetteurs que d'autres. Cela signifie que la transition ne peut pas être uniforme dans tous les secteurs, éventuellement dans tous les projets d'application de la transformation digitale. La transition écologique doit être ciblée et priorisée en fonction des secteurs d'activité qui contribuent inégalement à l'effet de serre. La numérique donne une impression d'immatérialité, donc peut-être sans effet de serre. Mais chaque usage numérique mobilise des infrastructures physiques, serveurs, réseaux, stockage, outils. Donc chaque clic a un coût carbone. Le digital peut être une solution, mais il n'est pas neutre a priori lorsque nous constatons l'effet. Est-ce que le digital apporte des solutions? Certes, mais nous verrons plus tard. L'alimentation représente également une part très importante de l'empreinte carbone mondiale parce que l'alimentation mobilise massivement terre, eau, ressources naturelles et d'autres. Ce qu'il faut retenir donc de ce que vous avez sous les yeux, c'est que l'agriculture, en particulier l'élevage, façonne profondément notre impact écologique global. Comme vous pouvez bien voir, tous les aliments n'ont pas le même impact climatique. Ce qui ressort clairement de la liste que vous avez sous les yeux, c'est l'écart important entre les produits animaux et les produits végétaux simples. Donc, les choix alimentaires des consommateurs influencent directement l'empreinte carbone globale. Qui aime bien parmi vous le hamburger? Comprenez bien, l'alimentation ne mobilise pas seulement du carbone, mais aussi une part considérable de l'eau douce mondiale. Certains produits sont particulièrement intensifs en ressources hydriques. Cela signifie que la question climatique est aussi une question de gestion de la rareté. La question principale, c'est nourrir 8 milliards d'êtres humains qui mobilisent une part importante des ressources mondiales. Voulez-vous nourrir les hommes? Voulez-vous garder la nature? Terre, eau, biomasse. L'impact est structurel. La question centrale devient alors comment réduire cette empreinte sans compromettre la sécurité alimentaire. Il s'agit de la pauvreté, de la faim quand même. Il y a le mythe du manger local. Intuitivement, on pense que consommer local réduit fortement l'impact écologique. Mais en réalité, le transport représente une part relativement faible des émissions alimentaires. Ce qui pèse le plus, c'est le mode de production. Autrement dit, ce que nous mangeons compte souvent davantage que la distance parcourue. Script de quiz. Lisez bien la question. Cette question illustre les arbitrages que se pose toute transition écologique, votre transition écologique en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant qu'organisation, en tant que nation. Je vous invite à arrêter le film quelques instants
et à réfléchir à ces propositions. C'est très important. Quelles mesures vous semblent acceptables parmi ce que vous voyez sur le tableau? Lesquelles vous paraissent trop coûteuses? Nous reprenons ensuite avec une grille d'analyse. Voyez, vos réponses au quiz permettent de situer les différentes visions de la durabilité, de l'écologie. Certaines visions privilégient le maintien du bien-être et du confort. D'autres cherchent un équilibre entre croissance et contraintes écologiques. D'autres encore placent la protection de l'environnement comme priorité absolue. La transition écologique n'est donc pas une question technique uniquement. Elle reflète une hiérarchie de valeurs. Voilà, ce que je voulais dire dans ce premier chapitre, c'est que effectivement, il y a une empreinte écologique qu'on ne peut pas ignorer, mais répondre à cette empreinte écologique, à l'écosystème qui se dégrade, relève d'une vision que nous avons de la vie et de la nature en général. Après le constat environnemental, nous allons examiner les deux choix stratégiques possibles face à la crise écologique. Effectivement, face à la crise écologique, deux grandes orientations apparaissent. Une première consiste à réduire fortement l'activité productive pour préserver l'écosystème. La seconde cherche à concilier le progrès économique et la protection de l'écosystème, c'est-à-dire à la fois préserver la nature et le bien-être humain. En 2015, l'ONU a adopté 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Comme vous pouvez le voir, pour l'ONU, durabilité et prospérité ne s'opposent pas. Au contraire, elles se marient. L'objectif est donc à la fois de réduire la pauvreté, protéger la planète et améliorer le bien-être humain. Le développement économique et l'écologie sont pensés comme complémentaires et non comme contradictoires. L'empreinte écologique mesure si l'écosystème reste capable de fournir durablement les ressources dont nos sociétés ont besoin pour continuer leur progrès économique. Cet indicateur est produit notamment par le Global Footprint Network, utilisé par des institutions internationales, des chercheurs et des économistes pour évaluer la soutenabilité des trajectoires de croissance. En d'autres termes, fonder une stratégie sur ces indicateurs repose sur une base scientifique solide et reconnue. Deux stratégies se distinguent clairement. Certains économistes et chercheurs estiment que la solution passe par une réduction volontaire de la production et de la consommation. Selon cette approche, la croissance économique elle-même serait le problème. D'autres économistes défendent une approche différente. William Nordhaus, lauréat du prix Nobel, a développé le modèle DICE, intégrant le climat à la macroéconomie et définissant un signal prix du carbone optimal. Principe,
internaliser le coût social du carbone via taxes ou marché du carbone. Ce signal oriente l'investissement propre sans renoncer à la croissance. Ici, la croissance n'est pas l'ennemi, elle devient le levier d'adaptation et d'innovation. Le débat ne porte donc pas sur l'existence du problème, il porte sur la stratégie de solution à adopter face au problème de l'empreinte écologique. Réduire l'activité économique ou transformer les incitations et stimuler l'innovation. C'est un débat central pour les politiques publiques, les entreprises et les institutions internationales. Comprendre ces deux visions, c'est comprendre l'un des grands débats économiques contemporains. Et ce débat ne fait que commencer. Ici, dans la troisième partie de la séance, les innovations technologiques et sociales pour le progrès durable. Ce slide présente l'innovation technologique comme une logique de préserver les ressources, d'une part, et d'améliorer la qualité de vie, d'autre part. Grâce à la stratégie de l'innovation technologique, la stratégie repose sur la science et la recherche en même temps pour assurer encore une fois et le progrès et la durabilité. Alors, regardez bien, je vous laisse regarder. Ici, c'est le lien entre technologie digitale et développement durable. Voyez bien que c'est possible. Je vous laisse un petit peu regarder. Ça passe de commentaires. C'est très clair. Là, ici, vous voyez une série d'exemples où le digital soutient des solutions écologiques. Vous avez captage du carbone, vous avez nouveaux aliments, vous avez outils urbains, vous avez connectivité, vous avez surface intelligente et l'IA pour la découverte scientifique. Vous voyez encore une fois, la technologie est au service de la durabilité. Là, ici, vous pouvez voir plusieurs exemples des technologies d'énergie propre. Encore une fois, et le propre et la technologie. C'est les meilleurs exemples que j'ai trouvés et par ailleurs les plus récents. Là encore, j'aimerais bien aborder à l'encontre des idées reçues un slide bien particulier, l'énergie nucléaire. Voyez bien dans ce slide deux avantages de l'énergie nucléaire. Des émissions faibles en CO2 en kilowatts, par kilowatt et une production continue contrairement au solaire et à l'éolien qui sont des énergies propres. Familiarisez-vous, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les technologies vertes émergentes. Formidable comme exemple, vous pouvez retrouver ça dans le PowerPoint et aller sur YouTube pour vous familiariser avec ces exemples. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'agriculture verticale, oui, l'agriculture verticale, captage et stockage du carbone. Encore un autre film que je vous recommande fortement d'aller voir sur YouTube, c'est les impacts des technologies, nanotechnologies, avec un lien vidéo associé que vous pouvez bien voir comment les nanotechnologies extrêmement modernes, extrêmement digitales, peuvent améliorer
l'état de l'écosystème. Nous avons vu les innovations technologiques bien bénéfiques pour l'écosystème. Voyons maintenant ici les innovations sociales qui sont définies comme une transformation des modes de vie, des comportements des individus, des organisations pour concilier de nouveau, comme les technologies, les innovations technologiques, pour concilier inclusion sociale, bien-être collectif et la durabilité d'une manière générale. Un excellent exemple de l'innovation sociale, c'est le recyclage. Vous voyez, vous avez deux manières de consommer. Vous avez une économie linéaire qui est unidirectionnelle, unilatérale à votre gauche. Et vous avez une économie circulaire qui n'est pas unilatérale, qui est circulaire. Vous savez, si vous tombez dans l'économie circulaire, vous pouvez autant que faire se peut consommer sans que ça soit nuisible à l'environnement, à l'écologie, à l'écosystème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois le bien-être et la durabilité. D'autres exemples encore, des exemples très concrets d'économie circulaire. Vous avez emballages végétaux, vous avez téléphone portable, vous avez recyclage des déchets électroniques énormes et vous avez des recyclages des piles. Vous voyez, tout ça, ça relève de l'innovation sociale. Comprenez bien les 3 R de l'économie circulaire. Je vous rappelle encore une fois que l'économie circulaire est un excellent exemple de l'innovation sociale pour marier, pour concilier le bien-être d'une part et la durabilité d'autre part. Vous avez réduire, éco-conception, moins de matière. Ça relève encore de l'innovation. D'accord ? Ce n'est pas réduire la production, c'est-à-dire réduire les matières premières nécessaires à la production. Donc, vous avez toujours la production pour satisfaire les besoins et désirs. Deuxièmement, vous avez réutilisé, c'est-à-dire au lieu de jeter une fois qu'un produit est endommagé, vous réparez, vous partagez les produits que vous avez consommés, que vous en avez assez, mais qui sont en bon état et d'autres peuvent utiliser, et même vous pouvez vendre. Dans l'économie circulaire, vous pouvez vendre, vous pouvez donner, mais vous pouvez vendre également l'usage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous ne vendez pas la propriété et vous vendez l'utilité. Ah ben, si vous faites ça, ça veut dire que vous vendez l'utilité et pas la propriété, donc plusieurs peuvent utiliser. Un exemple, vous avez par exemple une chambre. Une chambre, plusieurs peuvent l'utiliser. Il n'y en a aucun qui serait propriétaire. Donc, comme ce n'est pas exclusif à un propriétaire, plusieurs peuvent l'utiliser. Vous pouvez faire la même chose avec une voiture. Vous pouvez faire avec, lorsque vous utilisez pour un certain moment, et vous pouvez se partager du temps d'utilisation, vous pouvez gérer ça avec d'autres, et donc c'est le même produit qui satisfait plusieurs consommateurs, donc c'est-à-dire plusieurs consommateurs achèteraient moins, mais utilisent plus efficacement le même produit. On appelle ça vendre l'usage. L'utilitaire remplace le propriétaire. Et troisièmement, vous avez recyclage. Je vous ai montré un schéma bien explicatif à ce point. C'est que vous essayez
réduire au maximum les déchets, les ordures même, pour les réutiliser. Vous voyez, donc ce n'est pas linéaire, c'est circulaire. J'aime beaucoup ces exemples parce que ça ne pénalise pas notre contrat de la modernité, de l'âge des Lumières, qui a remplacé le progrès matériel existentiel par, enfin, c'est le salut divin qui a été remplacé par le progrès matériel et existentiel. Et nous pouvons continuer toujours ce progrès. Mais cela dépend de plusieurs choses. Cela dépend de la responsabilité individuelle. Vous savez, je vous encourage toujours d'utiliser les technologies digitales, ça nous donne une meilleure vie, mais regardez comment vous pouvez utiliser, mais avec une éthique, une responsabilité personnelle. Je vous laisse regarder, ça serait ennuyeux si je répète ligne par ligne, mais vous pouvez énormément réduire l'empreinte écologique de l'utilisation des outils digitaux, indispensables pour une meilleure vie, mais avec une certaine responsabilité individuelle, vous pouvez réduire l'empreinte écologique. Par exemple, lorsque vous cherchez, avant de commencer à utiliser votre outil digital qu'il faudrait utiliser, il n'y a pas de doute, ayez dans votre esprit plus de précision concernant les mots-clés, concernant ce que vous voulez chercher, etc. En d'autres termes, je suis toujours dans l'innovation sociale. Je fais, je dirais, un voisinage, je ne veux pas dire un face-à-face. Vous avez d'une part le droit qui repose sur les institutions et les règlements pour le bon comportement bénéfique pour l'écosystème, mais vous avez également la responsabilité individuelle, c'est-à-dire l'éthique, qui est toujours bénéfique pour l'environnement, l'écosystème, mais ce n'est pas pénalisé, si vous voulez, par les forces de l'ordre, par les tribunaux, par les règlements, par la loi, etc. C'est la responsabilité individuelle. J'aime beaucoup ce face-à-face, pas que je suis contre le droit, mais je pense que souvent par paresse, par hypocrisie, nous oublions notre responsabilité éthique individuelle en disant que c'est le rôle des règlements, la réglementation, les lois, etc. C'est une attitude qui échappe à la responsabilité individuelle adulte. Alors, avec des innovations technologiques et des innovations sociales, comme je viens de les expliquer, on retrouve la théorie de Kuznets. La courbe de Kuznets nous dit quoi? C'est que les émissions de carbone augmentent avec le développement technologique, le développement matériel, mais puis diminuent au-delà d'un certain niveau, avec un pic indiqué entre 4 000 et 5 000 $ par habitant. C'est-à-dire lorsque le revenu par tête per capita atteint entre 4 000 et 5 000, à partir de ce moment-là, plus vous développez, plus vous produisez, moins l'émission de carbone augmente. C'est-à-dire vous faites diminuer l'émission de carbone. Là, ici, je vous laisse regarder, c'est les émissions de CO2
par habitant liés aux combustibles fossiles. Regardez entre les différents pays. Plus le pays est riche, plus on continue de se développer, mais l'émission de carbone par tête diminue. C'est très clair ce schéma que vous avez sous les yeux. Maintenant, je ne suis pas contre les règlements et les droits. L'ONU a également, pour la protection de l'écosystème, a des règlements et toujours des encouragements, toujours des circulaires et toujours des consignes pour régler ce problème de l'empreinte écologique. Mais comme je vous ai dit il y a quelques minutes, l'ONU est à la fois pour le développement économique, parce que la pauvreté existe toujours, et d'autre part la durabilité. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de la séance pour passer de l'analyse théorique à l'application pratique. Vous connaissez bien le principe de l'atelier. Vous devez appliquer les concepts et théories enseignés en cours à votre projet collectif. Lisez bien les instructions, elles sont claires. Imprégnez-vous de ces consignes pour compléter votre travail. N'oubliez pas de préciser à la fin de votre travail, comme d'habitude, la contribution de chaque membre du groupe. Comme dans tous les cours, la dernière partie est consacrée à une auto-évaluation pour vous permettre de vérifier si vous avez bien compris les concepts fondamentaux du cours. Même si vous travaillez en autonomie et à distance, n'hésitez pas à contacter votre professeur si vous avez des questions ou si certains points nécessitent encore des éclaircissements. L'objectif est que les concepts soient réellement maîtrisés pour les appliquer à vos projets collectifs. Bon courage!